Si vous vous intéressez un petit peu aux questions internationales, vous devez déjà savoir que l'énergie joue souvent un rôle primordial. On n'a qu'à voir par exemple les guerres d'Irak, qui n'avaient d'autre raison d'être pour la puissance états-unienne que de capter et exploiter les puits de pétrole. Et pareil sur la guerre en Syrie, où l'enjeu était la mise en place de pipelines. Donc pour comprendre un petit peu cette guerre en Palestine, on a regardé ce qui pouvait se passer au niveau des enjeux énergétiques d'Israël, et on a trouvé pas mal de trucs sympas qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Israël est un pays sans ressources naturelles. Ils doivent importer leur gaz, leur pétrole, leurs céréales, leurs minerais. Pour ça, ils ont une grande quantité d'ingénieurs et de start-up qui travaillent dans la tech et le militaire, qui est le principal produit d'exportation avec la taille de diamant. Donc ils reçoivent des milliards d'aides du gouvernement états-unien. Avec ça, ils achètent de la matière première, des diamants et compagnie. Ils transforment ça en outils de surveillance de masse et d'armes de guerre pour au final revendre ça à différents pays du monde comme l'Azerbaïdjan qui l'utilise en ce moment contre l'Arménie. Alors je fais simple là, mais globalement c'est ça le pilier de l'économie israélienne. Sauf qu'il y a un problème qui perdure avec ce système, ils sont totalement dépendants de leur importation d'énergie étrangère, laissant à d'autres pays et d'autres entreprises le soin de poser leurs conditions, et parfois ça pose vraiment problème. En 2010, l'économie israélienne était sous perfusion de l'État égyptien, passant par le gazoduc au sud d'Israël. Sauf qu'en décembre, il y a eu les printemps arabes, et avec lui, la montée d'un nationalisme arabe, critique de l'État israélien, ses ingérences, sa colonisation et ses guerres comme à Gaza en 2008. Des attaques contre le gazéoduc Égypte-Israël ont donc lieu et ça va pas s'arranger avec le temps. Les frères musulmans arrivent provisoirement au pouvoir en Égypte, ils envoient en prison les anciens ministres qui collaboraient avec Israël, coupent l'approvisionnement en gaz vers l'État hébreu et réduisent leur production pour faire augmenter le prix de l'énergie. Et là, c'est un coup dur pour l'économie israélienne qui doit donc faire une croix sur 40% de ses importations de gaz avec laquelle elle produit son électricité. Conséquence de ça, ils doivent importer du gaz liquide bien plus cher et ce gaz liquide, il a un coût, c'est 2 milliards de dollars par an perdus par manque d'indépendance énergétique d'Israël. Mais quelques découvertes vont rapidement changer la donne pour les Israéliens, ce sont les champs gaziers maritimes. Déjà, celui de Tamar, découvert en 1999 avec ses immenses poches de gaz situées au large d'Haïfa, au nord du pays. Un consortium d'entreprises israéliennes, états-uniennes et émiraties investissent alors de grandes sommes d'argent pour mettre en place les forages, les plateformes et les stations de traitement. Et en 2013, les premières livraisons de gaz israélien arrivent en Israël et comblent ainsi tous les manques générés par l'arrêt de l'exportation du gaz égyptien. À partir de ce moment-là, l'économie israélienne est devenue indépendante au niveau du gaz. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La découverte de gaz multiplie les forages d'exploration au large d'Israël et plusieurs immenses sites de gaz sont découverts. Léviathan au nord, qui est la plus grande réserve de gaz de Méditerranée, mais aussi de multiples autres réserves sont découvertes plus au sud, au large de Gaza, dans le territoire normalement palestinien. En tout, c'est 38 000 milliards de mètres cubes qui peuvent être exploités pour un total environ de 146 milliards de dollars exploitables, tout en évitant les coûts très chers des importations de gaz liquide, ce qui permettrait d'économiser à l'État israélien plusieurs milliards par an. En 2022, Israël devient exportateur net de gaz. La nouvelle dictature militaire de Sissi en Égypte réouvre les gazoducs, mais cette fois, c'est eux qui importent du gaz israélien pour le transformer grâce à leurs infrastructures en gaz liquéfié qu'ils exportent en Europe. En 2018, un accord de 15 milliards est même signé entre les deux gouvernements et début 2022, le flux de gaz augmente de 50% pour atteindre 4000 milliards de mètres cubes par an. L'économie jordanienne, elle aussi, se met à importer ce nouveau gaz israélien, ce qui fait que peu à peu, les économies frontalières d'Israël deviennent dépendantes de son gaz. Et un bon État capitaliste sait transformer une dépendance en avantage pour sa diplomatie et pour le reste de son économie, d'où le caractère extrêmement stratégique de l'énergie. Mais tout n'est pas rose pour autant pour le gouvernement et pour l'économie israélienne. L'exploitation du gaz fait face à de nombreux obstacles et ils vont devoir ajuster leur diplomatie pour pouvoir les surmonter. Exemple, au large de Gaza, il y a des champs gaziers qui appartiennent théoriquement à l'autorité palestinienne. Le problème sera donc vite résolu avec le renforcement de la répression à Gaza, la poursuite de la colonisation, le soutien de Netanyahou au Hamas, puis l'organisation d'un blocus et la réduction des eaux territoriales
palestiniennes qui vont avec. Des navires de guerre israéliens seront donc postés sur les eaux palestiniennes, tirant à vue sur tous les bateaux qui ne sont pas autorisés à rentrer. Les champs gaziers sont donc maintenant sécurisés par l'État israélien, prêts à être exploités, au prix, il est vrai, d'une situation humanitaire catastrophique à Gaza qui renforce encore le Hamas, réchauffant un petit peu la cocotte, et tant pis pour les conséquences à moyen terme, puisque l'important ce sont les investissements étrangers et l'exploitation du gaz. Alors le gaz seul, évidemment, n'explique pas toute la politique coloniale israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais clairement ça a joué un rôle ces dernières années. Autre problème, exporter du gaz à l'Égypte pour qu'il en fasse du GNL, du gaz liquéfié, et le revendre à prix d'or en Europe, c'est mignon, mais ce serait encore mieux si c'était fait directement sur le sol israélien. Pour les bénéfices, exactement, mais aussi pour la dépendance diplomatique que ça entraîne, surtout si ça repose sur des infrastructures communes. Un gazoduc, c'est des milliards d'investissements que les deux parties doivent utiliser pendant des années pour être rentables. D'où le fait que les pipelines sont des facteurs de paix et les projets de pipeline sont des raisons de guerre afin d'éviter la formation de nouvelles alliances, mais ça on va le voir juste après. Quand on regarde la carte, on se rend compte que le plus efficace, le moins cher et le plus raisonnable pour transporter le gaz israélien vers l'Europe, c'est de construire un gazéoduc sous-marin rejoignant directement la Turquie, évitant les ennemis libanais et syriens. Une fois en Turquie, le gaz rejoint le réseau gazier européen et le tour est joué. Problème, tu te rappelles, tout à l'heure je t'ai parlé du blocus contre la bande de Gaza et des navires de guerre qui tiraient à vue sur tout ce qui bougeait en eau territoriale palestinienne. Et le 31 mars 2010, ces navires de guerre israéliens tirent sur des bateaux humanitaires de civils turcs venus apporter de l'aide humanitaire à Gaza pour briser le blocus. La population turque, qui est extrêmement pro-palestinienne, s'indigne de ce qui se passe et pousse le gouvernement à rompre les accords énergétiques avec Israël et met donc en suspens le projet de gazéoduc. À l'époque, ils disent qu'ils rétabliront leurs relations diplomatiques et commerciales avec l'État israélien seulement si l'État israélien met fin au blocus contre la bande de Gaza. Ce qui pousse donc l'État israélien à devoir trouver une alternative et à former ce qu'on a appelé le triangle énergétique avec Chypre et la Grèce, avec un projet de gazéoduc, le Est-Mid, signé entre les trois parties avec une belle photo pour la presse. Une route alternative pour le gaz israélien vers l'Europe qui est menacée par l'État turc qui annonce qu'un tel projet ne peut pas se faire sans son accord et qu'il défendra ses intérêts et celui de ses entreprises face à un concurrent gazier en construction. Et donc comme je disais juste avant, les gazéoducs à la fois c'est un facteur de paix entre l'État israélien et l'État chypriote par exemple, et en même temps c'est un facteur de guerre avec l'État turc. Le projet Eastmid est confié d'ailleurs à un consortium entre une entreprise grecque et une entreprise italienne. Et là on voit déjà quelque chose d'un peu intéressant. En fait, historiquement, aucune grande entreprise gazière ne s'est formée en Israël et aujourd'hui, ils sont donc incapables seuls de pouvoir mener à terme des projets de gazéoducs, de plateformes, de traitement, de tout ce qui est nécessaire pour l'exploitation du gaz. Ils ont donc besoin constamment de faire appel à des entreprises étrangères qu'ils mettent en concurrence pour essayer de négocier les prix à la baisse. Pour les grands champs pétroliers de Léviathan et de Tamar, l'entreprise qui l'exploite, c'est Chevron, la grande entreprise états-unienne, et avec elle NewMed, une entreprise israélienne qui doit prendre des notes attentivement de tout ce qui se passe. Ce qui fait que l'État israélien est matériellement dépendant d'une entreprise états-unienne pour l'exploitation de son gaz, et donc dépendant de l'État états-unien, un État qui décide de rompre le triangle énergétique en 2022, et ce malgré les belles photos dans la presse. Et puis vu que c'est les États-Unis qui subventionnent l'État israélien et le soutiennent militairement, en réalité c'est eux qui décident de la politique israélienne. Quelques semaines plus tard, l'invasion russe démarre, l'État états-unien annonce des sanctions suivies par l'Europe et se met à vendre à prix d'or son gaz de schiste liquéfié. Les pays européens ont donc alors un grand besoin de gaz pour combler la perte du gaz russe. La demande explose, il y a beaucoup d'argent en jeu, ce qui va motiver le gouvernement turc et israélien à refaire copain-copain, sachant qu'Erdogan a bien renforcé son pouvoir en attendant. Le 25 août 2022, Times of Israel commente la relance des relations commerciales Israël-Turquie avec un projet de gazéoduc, mais aussi de multiples investissements financiers, la Turquie étant plongée dans une grave crise économique, quand l'État israélien, lui, est largement subventionné par les États-Unis. La Turquie reprend des relations avec Israël, mais pourtant, ils oublient la promesse qu'ils avaient faite quelques années plus tôt et ne négocient pas du tout la fin du blocus pour les Palestiniens.
Et tant pis pour la cocotte minute qui continue de chauffer encore et encore, le business n'attend pas. Et on voit là que la question palestinienne est double. Elle est très importante pour des populations arabes, tellement que les gouvernements ne peuvent pas l'ignorer et qu'ils jouent avec ça pour se bâtir une légitimité qu'ils n'ont pas. Et en même temps, vu que ça représente énormément de pertes d'opportunités, ils n'hésitent pas à trahir discrètement ces promesses-là pour se faire un peu de pognon. Et là, on se rend compte que souvent, notamment dans les médias, il y a cette tendance à analyser, à interpréter les affaires du monde comme étant juste des confrontations culturelles entre des juifs contre des musulmans ou je ne sais quoi, des chiites contre des sunnites. Sauf qu'en réalité, ces moteurs idéologiques, c'est souvent trompeur. Les dessous des cartes, les affaires, le business, ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Je vais vous donner un autre exemple. Les Émirats Arabes Unis est une dictature wahhabite traditionnellement favorable à la cause palestinienne. Mais eux, ils ont aussi un grand fonds d'investissement et de grandes entreprises énergétiques, et ça intéresse l'État israélien qui cherche justement des entreprises étrangères pour exploiter son gaz. Les Émirats deviennent alors un partenaire privilégié de l'État israélien, d'où les accords d'Abraham signés en 2020. Les Émirats profitent d'une extension de leur marché gazier et se renforcent face à leurs concurrents qataris, quand l'État israélien, lui, bénéficie de nouvelles techniques qui peuvent piquer aux entreprises émiraties et aussi les nouveaux financements qui vont avec. Le 26 avril 2021, il y a une vente pour $1 milliard de la propriété des champs gaziers de Tamar entre une grande entreprise israélienne et le grand fonds émirat, le Mubadala Petroleum. C'est le plus grand accord financier de l'histoire entre les deux pays. Donc là, tu te rends compte que l'exploitation du gaz en Israël produit énormément de changements au niveau international et aussi pas mal de problèmes qui sont assez durs à surmonter, et notamment celui du Liban. Au Liban, tu as le Hezbollah, c'est une grande organisation politique et militaire qui joue un rôle majeur dans la conduite de l'État libanais. Le Hezbollah est opposé à l'État israélien et il faut savoir que les champs gaziers sont en partie dans les eaux internationales. Alors il va pas y avoir beaucoup de contestation de droits d'exploitation de ce gaz-là entre l'État libanais et Israël, avec des accords de délimitation exprimés dès 2010 et signés le 27 octobre 2022. L'État israélien a signé ces accords laissant une partie du gaz à l'État libanais, l'argument utilisé étant que l'État libanais est dans une situation de banqueroute, donc lui donner ou pas l'autorisation d'exploiter un bout de ce champ de gaz ne changera pas grand-chose, sachant qu'ils ne peuvent pas faire appel à l'État iranien qui est sous sanctions états-uniennes. Sauf qu'il y a une autre entreprise, une entreprise française qui adore aller partout dans le monde où il y a de l'argent et prendre un peu de risque, c'est Total Energy qui va signer un gros contrat avec l'État libanais pour l'exploitation du bloc 4 avec un forage qui commence en août 2023, ce qui fait qu'à quelques kilomètres seulement des frontières israéliennes, un concurrent se met à exploiter le même gaz. Pour la petite histoire, la France possède une très grande histoire commune avec le Liban, avec beaucoup de relations commerciales, ce qui explique pourquoi est-ce que c'est Total Energy qui a chopé le contrat. De son côté, le Hezbollah libanais, ces dernières années, a profité des infrastructures gazières très fragiles de l'État israélien pour faire en sorte de les menacer avec des frappes contre des plateformes gazières. De son côté, l'État israélien organise et répète encore des exercices militaires de très grande ampleur pour se préparer à une grande attaque du Hezbollah et défendre ses infrastructures stratégiques gazières. Pour faire face à ces attaques, d'ailleurs, ils investissent massivement dans du matériel militaire français pour faire face au risque de sabotage. Les multinationales françaises jouent donc sur les deux tableaux à la fois. C'est beau, mais ça ne va pas durer, comme on va le voir juste après. En bref, plus l'État israélien veut exploiter son gaz et enrichir ses entreprises, plus ils ont besoin de créer des infrastructures gazières stratégiques qui deviennent un nouveau point de pression pour le Hezbollah et l'État iranien, ce qui pousse Israël à encore plus se militariser. La découverte israélienne de gaz et les sanctions face à la Russie a ouvert l'appétit des grandes entreprises énergétiques du monde qui vont alors investir un petit peu partout et notamment au Liban pour créer sous le nez de l'État israélien un concurrent gazier direct dont il ne tire aucun profit. Et là, on se rend compte à quel point le capitalisme, quand il évolue dans sa dynamique, est très chaotique parce que dès qu'il fait un pas avec la découverte de gaz, avec des investissements, ça a 1000 conséquences tout autour, ce qui fait que la situation est transformée, ça crée des contradictions dans lesquelles tous les acteurs s'enfoncent. Donc ça, c'est la situation avant le 7 octobre. Puis, il y a eu les attaques du Hamas et après, il y a eu énormément de changements dans la région qu'on prendra le temps de détailler dans une prochaine vidéo où on va parler de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Chine, du Qatar, etc. Là, on va juste se concentrer sur la question énergétique et gazière et on va parler donc de toutes les conséquences que cette énième séquence criminelle de cette très longue guerre en Palestine a produit.
L'une des premières conséquences, c'est le retrait de certains investissements étrangers. Je vous explique ça. Au niveau du Liban, par exemple, il y a des échanges de bombardements toujours plus intenses entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Tu as le retour de la présence états-unienne dans la région. Tu as la détermination affichée sans faille de l'État israélien à maintenir sa guerre meurtrière, qu'importe l'enflammement de la région. Et tout ça, ça a poussé Total Energy à retirer ses billes du Liban pour l'investir au Qatar. Et tant pis pour le forage ou pour les investissements, l'État israélien sera le seul à bénéficier des investissements étrangers pour l'exploitation de ce gaz méditerranéen. Quant au consortium états-unien, émirati et européen qui possèdent et exploitent les poches de gaz israéliens, eux, ils ont annoncé maintenir leur investissement parce que tu as, peut-être les porte-avions états-uniens qui font un peu la police dans la région et qui font que ces investissements-là craignent un petit peu moins que les investissements libanais. Et là, tu te rends compte d'un des rôles réels de l'armée dans un système capitaliste, celle de maintenir les investissements et les rendements dans une région un petit peu chaude. Il y a donc des menaces dans les infrastructures au nord d'Israël et au sud, il y a de grandes pertes de marché. Le gouvernement égyptien, qui se cherche lui aussi une légitimité avec la cause palestinienne, a de nouveau coupé les gazéoducs, empêchant cette fois l'export du gaz israélien et probablement la Jordanie fera de même dans les jours à venir. On a donc d'immenses infrastructures gazières en Israël surinvesties, bâties pour l'exportation, mais qui aujourd'hui manquent cruellement de clients faute de moyens d'envoyer ce fichu gaz en Europe. Et tant qu'il ne peut pas le faire, il ne peut rien contre l'État qatari, principal concurrent qui alimente en gaz et en capitaux l'Europe et qui obtient grâce à ça une immunité diplomatique totale malgré son immense responsabilité des attaques du 7 octobre. Mais il y a quelque chose de magique dans le capitalisme, c'est que dès qu'il y a un marché, il est investi, ce qui fait que tu as des multinationales qui investissent dans des terminaux GNL, de gaz liquéfié donc, en Israël, pour permettre tout de même d'envoyer ce gaz malgré la guerre qui s'y déroule. Pas de projet de gazéoduc donc, mais des projets de GNL, ce qui fait que les entreprises israéliennes vont donc être largement dépendantes d'autres entreprises étrangères pour produire ce gaz liquéfié, mais aussi va directement être en concurrence avec le GNL états-unien et le GNL qatari, ce qui fait que les prix vont être maintenus hauts pour le grand bonheur de tous les gaziers et surtout la spéculation avec du gaz qui peut changer à tout moment de direction, contrairement à un gazéoduc, permet de faire encore plus augmenter les prix au grand plaisir cette fois des spéculateurs. Ce qui fait que le gouvernement états-unien qui avait déjà la mainmise sur l'État israélien se retrouve renforcé dans la région et peut donc mener toute la politique étrangère qu'elle souhaite au Moyen-Orient. Comme quoi, certains trouvent un intérêt à voir le feu se propager au Moyen-Orient. Ce qui fait que entre l'État israélien et l'État états-unien, tu as des logiques à la fois de domination très fortes et qui se renforcent jour après jour, mais tu as aussi des logiques de concurrence avec le gaz qui est envoyé en Europe, parce qu'évidemment les États-Unis envoient leur gaz en Europe. Ce qui fait que la relation entre les deux, c'est pas genre un bloc uni, parfait, main dans la main, tu vois, c'est à la fois de la domination et à la fois de la concurrence, et la domination est utilisée pour essayer de gagner sur les marchés concurrentiels. Bref, faisons la conclusion de cette vidéo. Ce qu'on a vu, c'est que la situation israélienne a énormément changé avec l'exploitation du gaz en Méditerranée. Ils ont dû renforcer la répression contre Gaza pour s'approprier le gaz qui a fait plonger les Gazaouis dans la misère absolue. Ils ont signé de nombreux accords diplomatiques pour faire venir des entreprises étrangères, ce qui explique en partie le soutien quasi total des pays européens concernés à la guerre israélienne, qui voient là l'opportunité de se faire du pognon et d'assurer son approvisionnement en gaz. L'État israélien, lui, a créé des infrastructures stratégiques pour l'exploitation de ce gaz, sauf que c'est très fragile, ce qui renforce les tensions avec le Hezbollah et l'État iranien, justifiant une militarisation toujours plus grande et une montée des tensions, bien évidemment renforcée après l'attaque du 7 octobre, conséquence du blocus imposé contre Gaza, une attaque et une guerre qui met en suspens tous les projets de gazéoduc et de nombreux autres projets d'investissement dans la région, dans l'attente des nouvelles sanctions et des alliances qui vont se former dans les semaines à venir. Et à la tête de ces nouvelles alliances, ceux qui peuvent concrètement résister à ces guerres-là, c'est-à-dire ceux qui ont une puissante armée et qui produisent les armes, donc l'État états-unien et dans une bien moindre mesure l'État iranien, qui vont avoir l'initiative de la guerre pour redistribuer encore une fois les cartes au Moyen-Orient à leur intérêt. Sachant que l'hypothèse qu'il ne faut pas exclure dans cette histoire, c'est que le feu au Moyen-Orient à court
terme peut permettre à certains pays de prendre le devant sur d'autres, mais il n'est pas impossible qu'à moyen terme et qu'à long terme, ça détruise tellement d'infrastructures et ça mette tellement de personnes dans la misère que ça fasse effondrer plusieurs économies au Proche-Orient. Ça, c'est pas impossible du tout. Mais tout cela n'est qu'une introduction à un mouvement bien plus large qui a été entamé il y a quelques années, celle de la révolution diplomatique et commerciale au Moyen-Orient, avec la redéfinition permanente des alliances, le surinvestissement dans des infrastructures et la militarisation à marche forcée. Cette concurrence et cette guerre commerciale entre les économies états-uniennes, iraniennes, qataries, saoudiennes et chinoises, ce sera le sujet d'une des prochaines vidéos du Canard Réfractaire, donc pense à t'abonner si tu veux être tenu au courant de cette suite-là, et évidemment à nous soutenir financièrement aussi si tu veux qu'on continue notre travail en toute indépendance. Cette vidéo est terminée, donc si elle t'a plu, pense à la partager et à la commenter pour essayer de la valoriser un maximum pour l'algorithme, et nous on se retrouve donc dans quelques jours pour de prochaines vidéos. Et si tu veux être tenu au courant de cette histoire d'énergie en Israël, on te recommande évidemment notre autre chaîne YouTube Actu Réfractaire, dans lequel on parle tous les jours de l'actualité internationale, et dès qu'il se passera quelque chose dans ce domaine-là, on vous en parlera. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.